on a une chance extraordinaire au Havre. Certains pensent que c'est le malheur du Havre. Je pense au candidat de Ciotti et du Rassemblement national, là, qui est l'air. Nous, on pense que notre chance, c'est le multiculturel. C'est d'avoir une ville-monde, une ville qui est ouverte sur le monde et qui a cette population, mais Marseille a la même chance, d'avoir cette population diverse et qui fait sa richesse, qui fait son potentiel de créativité. Et nous, on veut que ça s'exprime, ça. On veut vraiment que ça s'exprime. On avait imaginé, on imagine toujours, et on l'avait fait il y a 6 ans, de faire une salle de spectacle dans la zone Montgaillard, Marouge, etc. Édouard Philippe a annoncé l'avant-dernier conseil municipal, comme quoi c'est de la politique, il a annoncé qu'il construirait une salle de spectacle à la mare au clair. Il a dit pourquoi faire, qu'est-ce qu'il va y avoir dedans, etc. Et il dit, on n'a pas encore discuté. Alors, je dis, attendez, vous allez faire une salle de spectacle, et vous ne savez pas ni la taille, ni le nombre de places, ni... il dit, puis ce sera la deuxième salle du volcan, c'est-à-dire la scène nationale. Et vous allez discuter avec eux pour savoir ce qu'ils veulent comme salle. Non, on va le faire après. Donc en fait, il a seulement fait un effet d'annonce à son campagne électorale pour annoncer qu'il avait entendu et qu'il n'avait pas fait cette dimension-là. Nous, on envisage de le faire et de les faire vivre autant que les salles qu'on a, les salles de spectacle au centre-ville. L'Atrium à Coprioville nous intéresse bien, parce que c'est une salle assez magnifique pour ceux qui la connaissent. On peut imaginer avoir une vraie programmation culturelle, une vraie expression culturelle de tous ceux qui vivent à Coprioville, et d'avoir ce brassage de population, le centre-ville qui monte, etc. Et on veut la même chose ici. On veut qu'il y ait cette possibilité. La culture, ça permet cette possibilité de mieux se connaître, de mieux se comprendre, et de bien vivre ensemble. Et on veut travailler à cette dimension-là. Et puis, il y a toute la dimension accompagner les plus faibles. Accompagner les personnes qui sont handicapées ou les familles, et souvent les mamans, des enfants handicapés, qui se retrouvent en difficulté. Je dis souvent les mamans parce que un malheur n'arrivant jamais seul, comme on dit parfois chez nous. Quand il y a la naissance d'un enfant handicapé dans une famille, parfois, ça fait exploser la famille. Et c'est souvent la maman qui se retrouve toute seule avec son enfant handicapé et qui est obligée de gérer la situation. Notre mairie, actuellement, n'accompagne pas, n'est pas attentive à cette question-là. Elle a pris toutes les dérogations possibles et imaginables pour pouvoir adapter les locaux, alors que c'est la loi, mais il y a eu des dérogations, ils l'ont fait pour ne pas mettre les équipements nécessaires. Il n'y a pas de guichet unique, à chaque fois on renvoie les familles vers tel bureau, vers telle administration, vers telle administration. Il faut la maison, la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, pour avoir l'autorisation d'avoir une AESH, un agent qui s'occupe de l'enfant handicapé dans l'école, mais si on ne l'a pas, on ne peut pas avoir d'AESH, donc on ne peut pas scolariser l'enfant. Il a déjà une difficulté, on lui en rajoute une, et au lieu de commencer la rentrée au mois de septembre, eh ben, généralement l'enfant il commence la rentrée au mois de décembre ou au mois de janvier. Enfin, on multiplie les obstacles à des gens qui ont déjà, j'allais dire, leur dose, quoi, qui ont déjà ce qu'il faut, et il faut qu'on crée les conditions pour que ça s'inverse. Et dans les personnes aussi les plus faibles, on a les personnes âgées, très vieillissantes, où là aussi on doit avoir un accompagnement. Et j'avais commencé à parler du transport, par exemple pour les personnes âgées, elles nous expliquent que quand elles travaillent, leur entreprise paye la moitié de la carte de bus et de tram, et que dès qu'elles sont à la retraite, elles gagnent beaucoup moins, mais elles repayent plein pot, le maximum pour leur carte de bus. À n'en pas douter, il va falloir continuer au moins la moitié avant d'arriver vers la gratuité totale. On aimerait arriver à la gratuité totale du transport. Édouard Philippe et son équipe nous disent c'est trop cher, ça n'existe pas, ça n'est pas, etc. Il faut aller voir Montpellier, qui est une grande ville. Montpellier, c'est une très grande ville en France. C'est la gratuité des transports. Il faut aller à Dunkerque, c'est un grand port. Dunkerque, tous les transports en commun sont gratuits depuis déjà et pour tout le monde. Alors, si vous y allez, c'est gratuit pour vous, montez dans le transport et c'est gratuit. À côté, il y a Calais. Dunkerque, c'est une ville, le maire, il est horizon. C'est-à-dire dans le parti d'Édouard Philippe. Donc, voilà, à Calais, c'est un maire de droite. C'est une maire de droite qui a mis en place. Et elle a réussi à le faire parce qu'à un moment donné, c'est l'avenir. C'est-à-dire, si vous voulez qu'il y ait moins de pollution, si vous voulez que tout le monde soit à égalité,
dans l'aménagement de la ville, profiter de la ville. C'est vrai qu'on ne va pas mettre des piscines dans tous les quartiers. Mais ce qui serait bien, c'est que tout le monde puisse accéder à la piscine. À égalité, celui qui habite à côté et celui qui habite plus loin, qu'il ait le même coût de piscine. Pas la piscine plus le ticket de tram. Et c'est tout ça, c'est comme ça qu'on veut aménager la ville à chaque fois en pensant. C'est pas parce qu'on aime la gratuité, c'est parce qu'on pense que c'est juste la gratuité. C'est pas pareil. C'est pas l'amour de la gratuité, c'est la justice qui nécessite ça. Voilà les grandes lignes. Après, je suis prêt à répondre à vos questions. Je voulais aussi remercier dans la présentation l'exposé des combats que je mène à l'Assemblée nationale avec mon groupe. C'est vrai que les Comores, c'est une zone très difficile, entre guillemets, à l'Assemblée nationale, parce que moi je continue à dire que la France est un pays colonisateur et a colonisé Mayotte, et que le droit international n'a pas été respecté dans le cadre de qui doit décider de devenir français. Il fallait que ce soit tous les Comores qui décident et pas seulement les habitants de Mayotte. C'est ça le droit international. Ça n'a pas été respecté et ça a été illustré en plus parce que le maire actuel du Havre s'est illustré sur une déclaration fracassante quand il a été interviewé sur est-ce que la colonisation est un crime et qu'il a dit non, alors que tout le monde sait en tout cas nous ici on sait que la colonisation est un crime contre l'humanité. Absolument. C'est-à-dire non seulement c'est un crime, c'est un des crimes les plus odieux. Et vous voyez, ça permet de mesurer ce que pense aussi le maire du Havre là-dessus. Et puis, puisque c'est le droit international, de parler des questions des peuples qui sont encore en lutte. Je pense au peuple kurde, je pense au peuple palestinien, qui est dans sa lutte et dont on parle peu en ce moment. Et je pense qu'en ce moment, au moment où on se parle, je pense qu'il souffre parce que quand les regards sont tournés vers le Liban, vers l'Iran, etc., ça veut dire qu'on ne regarde plus la bande de Gaza, qu'on ne regarde plus la Cisjordanie. Et je pense vraiment que là-bas, en ce moment, se passent des choses tragiques. Et donc, il faut avoir vraiment des pensées pour eux. On est en pleine période de Ramadan, de carême pour d'autres et tout. Et pour avoir été à la soirée interreligieuse à Coprioville il y a 2 jours, je sais que les pensées vont à ces peuples. Et ce matin, on a découvert qu'à Téhéran avait été bombardé un centre scolaire, une école. Et que c'est là où il y a le plus grand nombre de victimes. Qu'on a vu tous ces enfants qui étaient mis en terre. Je crois qu'il faut avoir, la guerre, c'est toujours les peuples qui payent l'addition. C'est jamais ceux qui décident de faire la guerre. C'est toujours les peuples. Et donc là, hier soir, on était rassemblés devant l'hôtel de ville pour exiger l'arrêt des bombardements dans tous les sens. Et pour exiger la paix et travailler et de condamner Trump d'un côté, Netanyahou de l'autre côté, tous ceux qui sont des bellicistes. Il faut oser le dire. Moi, j'ai été un peu secoué hier, toujours à l'école Renaissance, quand 2 gamins sont venus devant moi et m'ont demandé, puisqu'ils savaient que j'étais député, et ils me disent est-ce que notre école va être visée par les bombes de Trump? Vous savez, quand vous avez à Renaissance, c'était CM2, la classe la plus élevée. Donc vous avez 2 gamins de CM2 qui viennent interpeller un homme politique pour demander si leur école va être bombardée. Ça veut dire que dans la tête de nos enfants, cette question-là, elle existe, elle est posée, et qu'une ville, elle peut aussi diffuser des messages de paix, elle peut aussi interpeller notre gouvernement, etc., avec des messages de paix. Elle peut aussi soutenir les enseignants dans le cadre de la culture de la paix, pour montrer qu'il y a un autre chemin que le surarmement, que la guerre et tout ça. Donc c'est tout ça qu'on vous propose de faire du Havre, c'est d'avoir une ville où on vit bien ensemble, où on vit bien ensemble avec nos cultures, où on vit bien ensemble avec notre réalité, avec nos emplois différents, avec nos capacités différentes, notre âge différent, mais que tout cela fasse communauté, la communauté communale de la ville du Havre. Et on espère que ce sera possible qu'on mette en œuvre ça. Ça dépend de vous, ça dépend de votre engagement déjà personnel, mais tout le monde sait, parce qu'on l'a vu il y a 6 ans, vous vous êtes mobilisés, et ça n'a pas suffi, parce que dans les quartiers où les gens ont intérêt que ça change, ici, à Montgaillard,
Coquille, dans le quartier de l'Eure, à Sopence, à Graville, là où les gens ont l'impérieuse nécessité que ça change pour changer leur vie, eh bien, ils ne sont pas assez nombreux à être allés voter. Pas assez nombreux. Il y a des bureaux de vote où il y a eu 20% de votants, c'est-à-dire une personne sur 5 est allée voter. Le jour où il y a 2 personnes sur 5, je ne dis même pas 5 sur 5, il y a 2 personnes sur 5, on gagne. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le pouvoir, en réalité, ce sont justement les habitants des quartiers qui ont besoin que ça change. Ben, puisque vous avez le pouvoir, prenez-le, faites-le, et puis ce sera possible. Neka Wamta Tadise Souala, c'est le moment. Bah, si hésiter à poser la question qu'il. Exactement. Moi, j'arrive à comprendre. Oui, oui. Oui, oui. Bonjour, Excellence. Je veux une question par rapport à vos administrés d'origine étrangère. Vous savez qu'actuellement, pour renouveler la situation administrative, c'est hyper compliqué. Avez-vous penché sur ce sujet? Alors, c'est pas le candidat qui s'est penché sur le sujet, c'est le député. Ouais. Alors, le député, il se penche tous les jours sur ce sujet-là, parce que je suis alerté tous les jours par les difficultés de renouvellement des papiers. Il y a eu un moment, alors ça se passe à la sous-préfecture du Havre, d'accord, pour cette zone-là. Il y a eu pendant de longs mois l'absence de l'unique agent qui s'occupe de ce sujet-là à la sous-préfecture, qui n'a pas été remplacé. Et donc tous les dossiers se sont empilés, et maintenant on se retrouve avec 3-4 mois de retard sur le renouvellement des papiers. Et donc les gens se retrouvent pendant 3-4 mois dans l'illégalité, parce qu'ils n'ont plus leurs papiers. Certains sont menacés de perdre leur emploi, parce qu'ils ne sont plus dans la légalité. Le paradoxe, je vous parlais de médecins tout à l'heure, c'est que l'hôpital du Havre, si vous retirez les médecins étrangers, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Il n'y aurait pas assez de médecins. Et que ces médecins, parmi eux, il y a des gens qui n'ont pas le renouvellement de leur papier. Et donc, ils sont dans l'illégalité. Médecins de l'hôpital du Havre. C'est-à-dire notamment des spécialités, neurologues, cardiologues. C'est vous dire s'il y a urgence à agir. Moi, j'interviens tout le temps. La sous-préfète est assez sympa avec moi, parce que quand le député envoie un message, je le fais en SMS, je ne le fais pas en courrier, parce que ça va passer vite. Quand les gens, je le fais en SMS. Bon, ne mettez pas 500, hein, mais c'est comme ça que ça marche pour l'instant. Elle fait passer les dossiers urgents sur lesquels j'interpelle en disant je vous ai entendu, je ne veux pas avoir de problème avec le député, etc. Ceci dit, ça ne règle pas le sujet. Il faut vraiment intervenir. Donc ce sera toujours le député, parce que ce sont les services de l'État, et le député peut plus, entre guillemets, secouer les services de l'État que le maire, en fait. Le maire, il peut alerter avec les autres maires, dans le cadre de l'Association des maires de France, etc. On peut alerter le ministre de l'Intérieur, on peut alerter, le député alerte le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Nunez, on le bloque régulièrement. Enfin, le jour où vous visiterez l'Assemblée nationale, je vous montrerai là où on bloque les ministres qui ne nous répondent pas à nos courriers pour justement les interpeller. Mais pour l'instant, c'est insupportable au Havre, mais c'est insupportable à Rouen aussi. C'est insupportable dans beaucoup de préfectures là-dessus. Mais oui, l'accompagnement sera là, on sera aux côtés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire les papiers à la place, mais on sera aux côtés, c'est sûr. Moi, je le suis déjà et j'ai aucune raison de changer. Et puis ma suppléante, qui s'appelle Nathalie Nal, peut-être vous la connaissez, si je deviens maire du Havre, elle devient députée, immédiatement. Et je pense qu'elle sera sur la même trace. C'est-à-dire qu'elle sera sur la même trace à la fois sur les questions administratives, parce qu'aujourd'hui, elle aide sur les questions sociales, etc., tout en étant suppléante, tout en n'ayant pas un rôle officiel. Mais elle le fait. Et sur les questions de solidarité avec les peuples, elle le fait depuis longtemps. Vous savez, dans notre jeunesse, Nathalie et moi, on s'est connus très jeunes militants. Et notre premier combat, c'était la libération de Nelson Mandela. Et on s'est connus avec ces valeurs-là. Comment on agit pour libérer Nelson Mandela, comment on agit contre l'apartheid, comment on a fait nos classes politiques sur ces thèmes-là. Ça vous donne le sens de notre combat politique après, quoi. Quand a posé ta Comore, il peut poser la question retournée. Oui. Bonjour, Son Excellence.
moi, ça me frappe vraiment le fait de commencer par cet adage de l'enfant est élevé par tout un village, parce que c'est ça ce qui fait la différence de notre communauté aux autres. Parce que nous, on était élevés sur ça. Parce que l'enfant n'est pas pour une personne, mais l'enfant c'est pour tout le monde. Voilà, donc et aussi, je profite aussi de saluer, comme a dit Ben, votre engagement. Parce que moi, dès que je suis arrivé au Havre, on m'a dit que c'est la ville de Jean-Paul Lecoq. Je me suis rassuré en fait. En vous écoutant vos positions à l'Assemblée, j'étais rassuré que je suis dans une ville où il y a quelqu'un qui nous défend. Et ma question se pose sur les primo-arrivants au Havre, pour vos programmes, votre programme. Vous avez pensé à ça? Parce que j'ai eu la chance de travailler avec ce promo arrivant en animant des ateliers sociolinguistiques au bénéfice de la population non francophone qui arrive au Havre. Et je trouve que cette population se œuvre à eux-mêmes. Il n'y a pas, se livre à eux-mêmes. Et je me suis dit, que doit faire le maire sur une situation ou dans des situations pareilles? Donc ma question se pose, qu'est-ce que vous avez pensé sur les primo-arrivants en parlant des réfugiés, parce qu'au Havre, il y en a beaucoup. Merci à Bonne vous. question. Ouais, vous savez, moi je dis toujours aux gens, jugez-moi aux actes, ne me jugez pas au discours. Le discours, tout le monde peut faire des bons discours. Je vous ai raconté tout à l'heure ma vie militante avec le moment où on se battait pour la libération de Nelson Mandela. Mais avant ça, quand j'étais lycéen au lycée Auguste Perret, puis après au lycée Schumann, quand j'ai passé mon CRP d'électricien, j'ai oublié de me présenter, mais je suis électricien. À l'Assemblée nationale, ils ne sont pas beaucoup. Les gens qui viennent des métiers du bâtiment ou des entreprises, on est très peu nombreux. Et quand j'étais au lycée, à Schumann, j'avais un prof qui m'avait expliqué qu'il fallait aider les travailleurs qui venaient d'autres pays. Et j'ai passé ma jeunesse, un soir la semaine, à faire de l'alphabétisation, à apprendre le français, à expliquer aux travailleurs étrangers comment lire leur feuille de paye, comment vérifier que leur patron les a pas arnaqués. Et je faisais ça à la Pommeraye, à côté de Schumann, juste dans les immeubles à côté. À l'époque, c'était l'entreprise Thierry Morel, qui avait beaucoup de travailleurs migrants ici, qui reconstruisait le Havre. Il y avait encore les constructions qui continuent de construire Proprioville, etc. Et puis je descendais une autre soirée la semaine au quartier de l'Eure, où il y avait les travailleurs qui travaillaient avec ma mère. Ma mère travaillait chez Renault. Il y avait les travailleurs sénégalais qui travaillaient chez Renault, en nombre, ils travaillaient algériens. Il y avait un foyer ici, et un soir la semaine, je faisais l'alphabétisation. Donc la question de comment on est accueilli, j'ai baigné dedans, tout jeune, sur ces questions-là. Au Havre, il y a des associations, et moi j'ai une grande confiance dans les associations, parce que tout à l'heure je vous disais, prendre le pouvoir pour le rendre aux gens, une façon de reprendre le pouvoir, c'est l'association. C'est de dire, on s'organise. Les gens s'organisent. Ils n'ont pas besoin des institutions, sauf pour les accompagner. Et une mairie, ça doit aider les citoyens qui se sont organisés en association à pouvoir développer leur activité. Les locaux, les subventions, pour pouvoir faire le travail. Et parfois des soutiens sur des projets ambitieux, mais où il faut des cofinancements, et la mairie met un financement, aide l'association à obtenir du département, de la région, etc. Moi, je vois la mairie comme ça, de continuer comme ça. Il y a des associations que je rencontre régulièrement, le Secours catholique, travaille là-dessus, le Secours populaire, la HAM, enfin, il y a plein d'associations au Havre des Naux, etc. Il y a plein d'associations qui œuvrent à l'accompagnement et au fait de bien se sentir dans notre ville, même quand on arrive, même quand on n'est pas en règle 100% sur nos papiers, la CETIP est sale et il y a un vrai soutien. On fait aussi avec Réseau Éducation Sans Frontières pour protéger les gamins, pour qu'ils puissent être scolarisés malgré le fait que l'administration dit non, c'est pas régularisé, ils ne sont pas en règle. Nous on considère que c'est le droit international, ce sont les droits de l'enfant.
tout enfant, dans tous les pays, a droit à la scolarité. Tout enfant. Et donc ici, on ne peut pas empêcher un enfant de venir dans une école parce que ses parents ne seraient pas en règle. C'est interdit par le droit. Et après, il faut l'appliquer. Parce que vous pouvez avoir une mairie qui dit « Ouais, mais nous, au moment de l'inscription des enfants, attendez, les papiers ne sont pas faits, on ne l'inscrit pas tout de suite. » Ils ne vous disent pas « On ne veut pas l'inscrire ». Ils disent « On ne l'inscrit pas tout de suite. On va attendre que c'est illégal. » Une mairie n'a pas le droit de faire ça. Ils le font. Mais ils n'ont pas le droit. En fait, ils accompagnent la politique du gouvernement en matière d'immigration. Mais les enfants ne peuvent pas être la caution de ça. Ce n'est pas autorisé. Et donc avec nous, c'est sûr que ce ne sera pas autorisé. Donc voilà. Après, une fois qu'on donne les moyens aux associations, ce n'est pas le service public mairie qui le fera. C'est vraiment les associations. La mairie, elle fait l'état civil, elle fait tout ce qui est de son travail de mairie, mais après le reste, c'est financement des associations, des moyens pour les associations qui justement gèrent l'accueil. Et soutien, comme je le disais tout à l'heure, administratif, pour ceux qui sont en attente de leurs documents de réfugiés, voilà, ils seront toujours accompagnés. Ceux qui sont en demande de nationalité française, ils auront le soutien aussi de la ville s'il y a besoin dans leur dossier de montrer leur activité dans la vie associative, comme parents d'élèves, comme voilà, on sera aux côtés toujours. Vous attendiez une réponse plus administrative? Je suis satisfait. Ouais, parce que si vous attendiez une réponse administrative, il faut me dire laquelle vous attendiez, parce que ça fait partie aussi des choses qu'on peut faire bouger. C'est-à-dire que moi, je vous donne la réponse telle qu'on l'a échangée avec les gens, par rapport à ce qu'ils attendaient. Et si quelqu'un dit, ouais, mais si vous faisiez comme ça pourrait être bien, je suis preneur de la proposition. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est possible, et nous, on assume humblement le fait qu'on n'a pas forcément tout analysé, etc., les situations, les cas précis, etc. Si vous avez une situation précise, on n'a pas, je suis preneur. Si on prend l'exemple d'une situation précise, c'est le fait d'essayer de décentraliser un peu les démarches de l'asile. Aujourd'hui, tu peux avoir un apprenant qui devrait apprendre au Havre, mais avec un rendez-vous à Rouen ou sur Paris, il n'a pas aussi le moyen de se déplacer, ça multiplie le problème. Si vous pouvez penser aussi à décentraliser un peu les actes administratifs au Havre, de se déplacer pour une population, pour des gens qui sont vraiment vulnérables, qui n'ont pas le moyen de se déplacer aussi. Parce que deux fois, un jour j'étais en classe, je demandais à l'apprenant qui était absent, on m'a dit, vous voulez aller à Rouen pour un rendez-vous, il a été rattrapé par la police. C'est problème sur problème. Il avait l'invitation, il avait le rendez-vous à Rouen, mais les polices, ils ont leur travail aussi. Ils vérifient, il se trouve là. Il a raté le rendez-vous et il est au commissariat. Donc si vous pouvez, c'est un exemple vraiment concret qui peut aider à cette population un peu particulière. C'est bien d'avoir exposé le sujet. La décentralisation des services de l'État, c'est malheureusement pas le maire qui décide. Ce sont les services de l'État qui décident s'ils se décentralisent ou pas. Le maire, il peut le demander. Il peut dire, moi, je souhaite qu'à la sous-préfecture du Havre, il y ait aussi la possibilité de faire, qu'on ne soit pas obligé d'aller à Rouen, et puisqu'on a une sous-préfecture, qu'on utilise la sous-préfecture pour faire. Le maire, ça, peut le demander, mais ce n'est pas lui qui a la décision. C'est l'État qui a la décision là-dessus. Par contre, ce que vous m'expliquez, c'est l'idée de dire, dans notre souci de dire qu'il faut que tout le monde soit à égalité, il faut que tout le monde ait la possibilité, comme on veut accompagner les plus faibles, ceux qui n'ont pas soit les moyens financiers, soit qui ne se sentent pas protégés à aller dans une autre ville pour faire les papiers, etc., on va examiner comment on fait, soit avec une association pour les accompagner, et qu'on aiderait, y compris financièrement, pour les accompagner. On va regarder ça, on note. C'est mon directeur de campagne derrière vous, il note tout. Il note tout. C'est pour ça que je vous le dis, parce que mais c'est bien d'avoir exposé cette situation-là. Merci. Mais monsieur le maire, nous avons ici le président de l'association qui nous a accueillis ici, Saïd Ali Youssouf. Peut-être il a
des choses à demander ou à dire par rapport à son association. Moi, j'ai beaucoup d'interrogations sur l'éducation. Je suis enseignant dans le premier degré. Et moi, les problématiques qu'on relève, que nous rencontrons, c'est un peu les mêmes partout, que ce soit une ville gérée par la droite ou la gauche. Du coup, moi, mes interrogations sont sur l'éducation numérique. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? C'est l'éducation numérique, parce qu'on remarque que dans les écoles, on n'a pas forcément les moyens d'éduquer numériquement les élèves. Concrètement, les écoles ne sont pas équipées d'ordinateurs ni de tablettes. Souvent, l'éducation numérique se passe à la maison et les parents ne sont pas très assidus sur on a des élèves qui jouent à des jeux qui ne sont pas de leur âge, des jeux de 18 ans et plus, alors qu'ils sont encore élémentaires. Il y a ça aussi. Et j'avais aussi une interrogation sur tout ce qui est moyen mis en œuvre par l'État et même par les collectivités pour les écoles. Vous parlez des ASH et des AVS. C'est un peu les mêmes problématiques partout. L'acheminement pour avoir un ASH est long. Et des fois, même si on a une réponse favorable, on ne l'a pas. Il n'y a pas assez d'ASH, il n'y a pas assez d'AVS. C'est un peu comme la problématique des médecins. Il en faut, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas assez. Moi, je m'interroge justement sur ces problématiques. Parce que toutes les politiciens, ils mettent l'accent sur l'éducation. Ils disent, nous, on va investir sur l'éducation, on va faire cela. Et même au niveau de l'Assemblée, ils mettent l'accent sur l'éducation. J'ai l'impression que c'est juste des paroles, des élémentaires. Ça fait quand même longtemps que l'éducation nationale est à la baisse. Les niveaux scolaires aussi des enfants est aussi à la baisse. On remarque que les classements nationaux, quand on fait des évaluations nationales, on le remarque, c'est que par rapport à l'année passée, les élèves ont régressé. Et les classements internationaux aussi on le voit aussi, on n'est pas parmi les plus souvent les classifiés, j'ai oublié, 7e ou 8e je pense. Des pays comme la Chine, la Corée, ils sont devant nous. Et j'ai l'impression que le gouvernement, ou même les collectivités aussi, font rien pour pallier à ça. Ils ont d'autres priorités, je dirais ça. Moi, je vais vous répondre la même réponse que tout à l'heure. Jugez-moi aux actes. J'ai été maire un peu plus de 20 ans, de la commune d'à côté du Havre. Ça s'appelle Gonfreville-Lorcher. Vous connaissez? Allez dans les écoles. Allez voir dans les écoles de Gonfreville-Lorcher. Combien il y a d'ordinateurs à disposition des gamins? Combien il y a de tablettes à disposition des gamins qui peuvent emmener chez eux pour avoir le travail avec le prof? Combien il y a de tableaux numériques dans les classes, à chaque classe, de manière à justement présenter soit des films, soit des reportages, soit écrire sur le tableau numérique, etc. Qui se transfèrent directement. C'est une demande des enseignants, parce que pour que ça se passe, il faut que les enseignants ne rejettent pas l'idée. Et si vous connaissez tous vos collègues, vous saurez qu'il y en a qui rejettent l'idée. Vous êtes d'accord? Et donc parce que soit ils ne sont pas à l'aise avec le numérique, et donc un des combats moi, que j'ai mené, c'est de dire à l'éducation nationale, tous les enseignants qui veulent se former, ils ne peuvent pas prendre ça sur leur temps personnel. Libérez-leur du temps, sur le temps scolaire, pour qu'ils aillent se former au numérique, de manière à ce qu'ils reviennent en classe armés, pour pouvoir, et quand je dis armés, tout le monde me comprend, mais pour pouvoir aborder le sujet avec les gamins. Parce que pour l'instant, les enseignants, pour certains, ils ont l'impression que ce sont les gamins qui vont leur apprendre des choses et que ça va inverser dans la classe, même si c'est, à mon avis, pas gênant. C'est les gamins qui vous apprennent des choses. Parce que ça valorise aussi l'enfant. Donc c'est pas gênant.
Donc l'achat de matériel, il se fera avec les gens. Nous, on s'est battu. Vous savez qu'au Havre, c'est une des villes où on a fermé le plus d'écoles. Et nous, on disait, il ne faut pas fermer les écoles. Il faut profiter d'avoir moins d'élèves pour utiliser les surfaces libérées, pour faire des classes informatiques, pour faire des classes équipées en informatique, etc., des bibliothèques, des outils, justement, d'avoir une école où il y a des salles d'expression, d'art plastique, des salles dédiées, puisqu'il y a de la place. Utilisons les salles pour faire des salles dédiées. On a proposé ça à chaque fois. On nous a dit non, économie, il faut fermer les écoles pour regrouper les élèves, etc. On n'est pas d'accord avec ça. Donc nous, on ne fermera plus l'école. Au contraire, on essaiera d'utiliser tous les espaces qui sont à disposition. Et donc voilà sur le numérique ce qu'on peut faire. Et on équipe. Parce que autant le numérique, elle n'a pas le pouvoir de former les enseignants, quoique. Gonfreuil-Lorcher, j'avais fait une école municipale informatique pour former tous les adultes, et donc y compris les enseignants, mais c'était sur leur temps personnel. Et on équipe, on met du matériel à disposition. C'est assez facile maintenant, c'est le rôle d'une mairie, ça. C'est le pouvoir de la mairie. C'est personne d'autre. C'est-à-dire que la mairie, elle doit mettre le matériel, les fournitures et tout à la disposition des écoles. C'est ni l'État, ni le département, il le fait pour les collèges. C'est son rôle, c'est le département de le faire. Et dans la ville, c'est la mairie. Et comme c'est notre priorité, voilà. Moi, j'enseigne pas dans la ville, mais À Gonfreuil-Lorcher. dans la Créteil. Ah, dommage. Du coup, on a fait un conseil de cycle. Le représentant de la mairie était venu, on a discuté. Il nous a promis qu'ils allaient installer le tableau interactif dans les 2 mois qui viennent. Ça fait 1 an. Donc, c'est fois. Il faut demander une mutation, comme ça tu verras. Mais en même temps, c'est pas gagné, hein, parce que moi j'avais la volonté politique de le faire. Je suis passionné, je suis électricien, j'ai travaillé dans ces métiers-là, j'ai dépanné les ordinateurs, donc c'est des sujets qui me passionnent. Et je trouvais que, puisque j'étais maire, j'avais le pouvoir, je pouvais répondre aux écoles, mais les premiers à faire obstacle, c'était les enseignants. Ni les gamins, ni les parents d'élèves, ni même l'éducation nationale, qui disaient, bah oui, c'est la mairie, elle peut équiper comme elle veut, mais j'avais traumatisé les enseignants, qui n'étaient pas prêts, qui redoutaient l'outil, parce qu'ils ne savaient pas trop bien s'en servir, etc. Une fois qu'ils ont compris, et qu'ils se sont formés, etc., ils ne lâchent plus. C'est-à-dire qu'ils ont intégré, que c'était pratique, que ça faisait que les gamins bossaient plus, parce qu'ils rentraient avec la tablette à la maison, il y avait des jeux pédagogiques, donc il y avait, et c'est plutôt, vous parliez des jeux avec les filtres, pour mettre justement sur la tablette, les filtres, ils y sont. C'est-à-dire qu'ils peuvent accéder à plein de jeux validés par l'éducation nationale, qui ont tous des vertus pédagogiques, qui leur apprennent tous des choses. Et les gamins, ils rentraient avec leur tablette, où il y avait l'autorisation des parents de passer du temps sur la tablette, parce que ça a du sens. C'est pas je t'interdis de faire ça, c'est je te propose de faire ça. C'est mieux. Dans l'éducation d'un gamin, c'est plutôt intéressant. Merci. Voilà. Pardon. Nachovenza Wazé, comme Nachongomui, c'est important, hein, parce que là, on veut vous entendre votre voix, les anciens, quand même. Oui. Tu as une question? Ok, merci. J'ai cru entendre que vous avez déjà été maire. Ouais, 20 ans. Dans quelle ville? Gonfreuil-Lorcher, juste à côté. Juste à côté du Havre. Et quel a été le bilan de votre mandat? Bah, plutôt pas mauvais. D'abord, j'ai été réélu à chaque fois. Et j'ai été plus maire parce que le cumul avec député, c'était interdit. Est devenu interdit. J'ai été député maire à un moment donné. Et puis, il y a eu un moment où la loi a changé. Quand on devenait député, quand je suis redevenu député, je n'avais pas le droit de rester maire. Et donc, il y a un jeune maire qui a pris ma place. Et puis, je ne voulais pas le faire partir. Un jeune maire qui est maire, c'est bien. Et comme je suis né au Havre, j'ai vécu au Havre, j'ai dit, si je suis utile, et je l'ai dit comme ça. J'ai dit à toutes les forces politiques au Havre, j'ai dit, si je peux être utile, je veux bien. Mais je ne cherchais pas à être maire absolument. Je me mets à la disposition de la population. Si la population a envie de changer les choses, et si je peux être utile à ça, c'est bien volontiers que je le fais. Moi, j'ai pas de carrière. Vous voyez, j'étais maire 20 ans. J'ai pas de carrière politique à faire. J'ai pas envie de devenir président de la République.
toute ressemblance avec une personne ayant existé fortuite. Donc j'ai pas cet objectif-là. Mon seul objectif, mais il est déjà, à mon avis, il est déjà important, c'est d'essayer d'améliorer la vie des gens qui vivent au Havre. Voilà. Donc vous vous sentez plus utile, ouais. Bah, je pense que je peux l'être. Ouais, je le dis comme ça. Après, c'est des petits degrés, hein, des petits jugés. Ouais, mais je pense que ça peut être ça. Carré. Salam. Moi, j'ai. Bonjour. Comment on va? Ça va bien? Monsieur le député, moi, j'ai eu une longue expérience dans le social. Face aux violences, aux incivilités à Mayotte, ça me ramenait en 2015 de présenter un projet à la préfecture de médiation sociale. Ça, j'ai vu parmi vos priorités. Et ça a été pris, et ça a été aussi budgétisé. J'ai fait la médiation sociale dans les 17 communes de Mayotte en tant que formateur référent. Et ça a payé parce qu'on a senti vraiment 50% de moins d'incivilité. Mais la préfecture n'a pas voulu renouveler le contrat pour des raisons financières, dit-il. Donc, qu'en pensez-vous d'un projet que j'ai même présenté au maire sortant, espérons. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que bon, la police municipale s'en occupe. Alors que moi, je sens qu'il y a une montée quand même d'incivilité au Havre. On le vit. Voilà, il y a même un braquage des banques et tout. Donc, je me suis dit que pourquoi pas. Et qu'en pensez-vous d'un tel projet vis-à-vis de votre politique? C'est sur cette base-là d'interrogation des habitants que l'on n'a pas chiffré. Par exemple, on mettra 100 policiers municipaux supplémentaires, quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas sûr que c'est 100 policiers municipaux supplémentaires qu'il faut. Donc, il faut peut-être plus des médiateurs. Et on veut rediscuter avec la police nationale pour que la police municipale elle soit plus à la disposition de l'apaisement plutôt que des contrôles qui relèvent de la police nationale. On veut que chacun reprenne son travail. Normalement, la police municipale, plus les médiateurs, ils sont là justement pour améliorer les choses, mais pas avec les mêmes principes, quoi. Avec les principes de proximité, de connaissance de la population, d'appréhender les questions sociales dans les quartiers, d'appréhender tout ça. Et donc, on a déjà quelques médiateurs sociaux, on n'en a pas assez. Moi, j'ai toujours été convaincu que c'était la réponse par rapport à la jeune fille qui disait, par exemple, quand j'étais maire de Gonfreville-Orcher, je crois qu'aujourd'hui, encore, Gonfreville-Orcher, c'est la seule ville, peut-être en France, de 10 000 habitants. 10 000, c'est pas mal déjà, c'est déjà une petite ville sympathique, qui n'a pas de police municipale. Je crois que c'est une des dernières. Jusqu'à maintenant, ouais. Parce qu'on a justement privilégié les éducateurs. On a justement privilégié, vous savez, des choses, et moi j'espère que dans les quartiers, les gens, ils vont proposer des choses comme ça. Mais les habitants là-bas, ils avaient dit, pourquoi pendant les vacances, on ferme tous les bâtiments publics pour travaux? Vous savez, la salle de sport, les écoles, etc. Et les habitants, ils ont dit, mais pendant les vacances, c'est là où on a du temps. C'est là où les jeunes ont du temps. C'est là, pourquoi vous ne laissez pas ouvert les salles de sport? Pourquoi vous ne laissez pas ouvert les salles de sport le soir? Pourquoi vous ne laissez pas ouvert la piscine le soir quand il y a canicule, quand il fait très beau? Pourquoi il n'y aurait que les riches qui pourraient se baigner le soir après une journée de travail, etc., dans leur piscine? Et pourquoi les gens qui vivent dans les quartiers populaires n'auraient pas le droit d'aller à la piscine municipale le soir à la fraîche pour que le corps se repose? Pourquoi il n'y aurait pas le droit d'avoir de la musique au bord de la piscine? Pourquoi il n'y aurait que les riches qui auraient le droit d'avoir un orchestre au bord de la piscine? Et pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des élèves de l'école municipale de musique, des élèves du conservatoire qui viendraient jouer de la musique pendant que la population elle est en train de profiter de la piscine? Ça peut être la piscine à la plage, ça peut être... Pourquoi tout ça? Que les habitants des quartiers disent, nous on propose que les gymnases soient ouverts, qu'on organise des tournois avec des médiateurs dans les quartiers le soir, parce que dans la journée il fait trop chaud, que l'été il y ait des activités, mais y compris le soir, que ça ne peut pas être, si on s'occupe de la jeunesse, entre 8h et 17h. Je me suis toujours confronté aux animateurs et aux médiateurs et aux éducateurs là-dessus, en disant, mais les jeunes, c'est pas leur créneau.
Vous, c'est votre créneau de travail, mais c'est pas le créneau de la jeunesse. La jeunesse, ça va être 11h, 23h. Comment on occupe cet espace-là? Est-ce que de 17h à 23h, on les laisse dehors, au pied de l'immeuble? Ou est-ce qu'on dit, eh ben non, on ouvre des équipements publics et on propose des activités, on propose d'accompagner, on propose... Ben moi, je suis plutôt dans cette partie-là. Je suis plutôt de dire, s'il faut que les services municipaux ouvrent des équipements publics plus tard, parce que ça permet la vie du quartier, ça permet aussi aux jeunes de se retrouver entre jeunes et de ne pas être obligé d'être à la maison ou de ne pas être obligé d'être dans la cage d'escalier, et ben c'est bien. Et moi, c'est éduquer un enfant pour tout un village, c'est ça, la philosophie, c'est celle-là. C'est de dire, regardez le rythme de l'enfant, regardez comment il fonctionne, et regardez quelle structure ou quels accompagnants on peut mettre en fonction des rythmes de l'enfant. Les gamins, les tout petits, ils n'ont pas le même rythme que les ados ou que les jeunes adultes. Donc il faut s'adapter à tout ça. Donc oui, des éducateurs, des médiateurs indispensables. On est là-dessus. Merci. J'ai vu que vous voulez instaurer la gratuité des transports sur certains jours, mais pourquoi pas tous les jours Eh bien, il y a 6 ans, on avait dit tous les jours. Et vous savez pourquoi on dit plus tous les jours maintenant? Parce qu'on va le faire progressivement, en fait. Là, on dit ce qu'on peut faire pendant ce mandat-là. Et pendant ce mandat-là, on dit, on peut tenir le mercredi, le samedi, on peut tenir les scolaires, et je rajoute, et peut-être, alors mercredi et samedi pour tout le monde, les scolaires, et peut-être, et on espère pouvoir le faire, le demi-tarif pour les personnes âgées pour aller vers la gratuité pour les personnes âgées après. Il faut, quand vous mettez ça en place, il faut mesurer les conséquences. Combien faut de bus en plus? Est-ce qu'il faut des trams en plus? Est-ce qu'on a assez d'équipements si jamais il y a un afflux de population dedans? Est-ce qu'on peut tenir cet aspect-là? Donc on fait progressivement. On est plus modeste que la fois d'avant, mais en même temps on est plus responsable. C'est-à-dire qu'on dit, ça on sait qu'on peut faire. Le reste, il faut regarder ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir faire. Je dis ça parce que quand j'étais à Dunkerque, le premier jour où le maire a fait la gratuité. J'étais la veille, c'était payant, j'ai passé la nuit là-bas, et le premier jour où il a fait la gratuité. Ça a été un bazar, parce que les gens, ils étaient tellement contents qu'il n'y avait plus de place dans le bus, que c'était serré, que c'était dégradé, en fait, comme service. Alors que ça se voulait être au service de la population pour les rendre heureux. En fait, ceux qui allaient bosser en bus, c'était encore pire qu'avant, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de place, et j'ai passé la journée dans les bus, et je discutais avec les gens, parce que je voulais mener l'enquête, je voulais savoir comment ils appréhendaient les trucs. Il y avait des gens, ils montaient dans le bus, ils avaient rien, je leur ai dit, vous allez où? Ils disent, je sais pas. Je dis, je suis là parce que c'est gratuit. Et il y avait une dame, elle me dit, bah, ça va me permettre de visiter Dunkerque parce que je connais pas. Elle me dit, j'y habite depuis très longtemps pourtant, mais j'ai jamais eu la possibilité d'aller dans tous les quartiers. Et elle avait passé la journée dans le bus pour aller dans les quartiers, visiter. Vous voyez, ça génère des choses incroyables en fait. Et donc on va le faire progressivement, fort de cette expérience-là. On va y aller, on va mesurer, on va appréhender. Alors les gens ils disent, l'autre jour, quand je descendais en tram du marché de la Marouge, et à Génère, il y a un couple qui monte, et le monsieur il s'exclame, il y a des contrôleurs dans le tram, il s'exclame, il dit, ah monsieur Lecoq, grâce à lui on va avoir le transport gratuit, et puis il dit au contrôleur, et vous? Plus de boulot. C'est vrai, comme ça. Les contrôleurs ils se rapprochent, les gens se rapprochent, etc. Ça a interpellé, quoi. Ça parlait fort. Et le contrôleur explique au monsieur, après l'avoir contrôlé, qu'en fait, les contrôleurs seront toujours là, parce que même si c'est gratuit, vous aurez toujours un titre de transport. Et que même si votre titre de transport, il est gratuit, vous devrez toujours le valider. Parce que, alors ce sera pas, il n'y a rien de décompté, vous payez rien, mais vous devez toujours le valider. Et pourquoi? Parce que c'est le contrôleur qui explique, qui dit, il y a 6 ans, ils étaient un peu contre nous, les contrôleurs, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient perdre leur boulot, mais depuis 6 ans, ils ont vérifié comment ça se passait dans les autres villes où c'était gratuit, et ils ont mesuré que leur rôle était essentiel, parce qu'il faut vérifier que les gens valident bien, parce qu'on sait, quand on valide, combien il faut de bus, combien il y a de personnes à quelle heure, et combien il faut renforcer le réseau à cette heure-là, et puis à cette heure-là, il y en a moins besoin, donc on peut, et en fait, on régule le réseau grâce à la validation. Et le monsieur, il avait un titre gratuit.
Et le contrôleur, il lui dit, votre titre, il est gratuit. Et il dit, c'est grâce à Monsieur Lecoq. Il dit, parce que c'est Monsieur Lecoq, Madame Naï et tous ceux de son groupe qui, à la mairie du Havre, à la communauté urbaine, se sont battus pour que, quand il a été interdit aux piétons de traverser le tunnel Génère, quand il a été rénové, il y a eu interdiction de traverser à pied, vous n'avez plus le droit de prendre le tunnel à pied, Ouais. et on voulait faire payer le tram, seul moyen de traverser le tunnel, 50 centimes entre la place Génère et le rond-point. Et nous, on s'est battu en disant, mais attendez, c'est vous qui interdisez de passer dans le tunnel, Ouais. donc vous ne pouvez pas les faire payer. Ça doit être gratuit entre ces deux arrêts-là. Et ben, le contrôleur, il a expliqué que c'était grâce à nous, qu'il y avait déjà ce petit titre gratuit, il n'y en avait pas beaucoup là, actuellement. Mais comme quoi, c'est possible, les gens, il faut qu'ils valident, malgré le fait qu'ils aient un titre gratuit. Voilà pourquoi on va le faire crescendo, quoi. Progressivement, et on va mesurer les choses. Et j'étais, je ne sais pas s'il y en a qui travaillent dans la zone industrielle, mais j'étais avec les patrons, avec le MEDEF qui a auditionné un candidat et qui m'a parlé du réseau de transport, qui m'a parlé de la gratuité, etc., mais qui m'a aussi parlé du fait que c'était complètement dégradé pour aller travailler dans la zone industrielle. Il dit, mais c'est pas possible, quoi. Comment vous voulez que nos salariés, ils aillent travailler en bus dans la zone industrielle, il n'y a pas les bus qu'il faut, aux horaires qu'il faut, etc., à tel point qu'il y a des entreprises qui ont remis des bus réservés à l'entreprise, quoi, pour emmener, parce que le réseau suffisait pas et n'était pas convenable pour ça. Donc voilà, il y a un joli travail à faire sur le transport public, encore. Monsieur le maire, hier j'ai discuté avec des habitants là, qui ne comprennent pas quand vous dites oui, une action résolue pour l'emploi. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Moi je pense que vous devrez l'expliquer aux électeurs. C'est quoi une action résolue? Quand vous dites dans le programme, là, je Je connais par donc cœur. c'est important de le dire concrètement. C'est vrai, c'est des jeunes, ils étaient de bonne foi et ils pensent que, et ils se retournent et se disent, c'est les politiciens, ils emploient des mots comme ça pour ne pas comprendre. Donc ça serait bien que... Alors, je prends dans l'ordre. L'usine Siemens, qui construit les éoliennes. Vous voyez de quoi je parle, cette grande usine sur le port. Au moment où on l'a fait venir, le maire du Havre était Premier ministre. Et il n'avait plus d'interlocuteur. Et c'est le député Lecoq qui a été leur interlocuteur pour qu'ils puissent s'installer, etc. Il vous dirait, la direction de l'usine pourrait vous dire, dans les liens qu'il fallait avoir avec le ministère, etc., j'ai joué ce rôle-là. Pour ceux qui ont connu Café Le Gall à Bléville, cette usine qui fabriquait, qui mettait en sachet le café, etc. 2 fois, alors là ils ont fermé maintenant, mais 2 fois, quand Édouard Philippe était Premier ministre, la loi qu'on appelle la loi Egalim sur les rayonnages dans les hypermarchés, etc., les productions locales et tout, faisait fermer l'usine Le Gall. 2 années de suite, ça s'est passé. Les 2 années de suite, je suis allé voir le Premier ministre, Édouard Philippe, etc., en disant il y a un problème au Havre, etc., il faut s'en occuper et tout. Il m'a dit c'est Bercy, etc. Ben, je dis oui, mais Premier ministre, il me dit c'est Bercy, je veux bien qu'il me dise c'est Bercy, mais il est Premier ministre. Donc justement, Bercy est sous ses ordres, normalement. Il n'a pas pu le faire. Et donc, il m'a donné un numéro de téléphone et un nom de personne à Bercy qu'il fallait que j'aille voir, etc., pour sauver les 120 emplois à l'époque. Et l'année suivante, il a fallu que je recommence pour obtenir la dérogation, parce que justement, Bercy avait fait une dérogation 1 an, mais pas 2 ans, et donc il a fallu refaire le même travail. Je dis ça peut paraître un coup de téléphone, non, ça a pris des jours. Quand vous interpellez Bercy, c'est pas une fois 1 heure, c'est pendant des jours pour obtenir les choses. 3e approche, c'est la mairie, c'est un des plus grands donneurs d'ordre, parce que c'est une des plus grandes entreprises de la région. Édouard Philippe dit, il a dit au dernier budget, il a dit j'ai désendetté la ville comme jamais. C'est-à-dire la ville du Havre n'est pas endettée. C'est une chance. C'est vrai? Oui, c'est vrai. La communauté urbaine est très endettée, mais la ville du Havre, ouais, mais il y a deux choses. Mais elle est très endettée, la communauté urbaine, parce qu'il y a une 3e ligne de tramway en travaux et qu'il faut la payer, il faut s'endetter pour ça. Mais il a désendetté la ville, et en face, on a des gymnases, des écoles, des terrains de foot,
des équipements publics, des salles municipales. Vous pouvez voir la salle des fêtes de Bléville, le parquet, il est comme ça. Vous allez au bois de Bléville, vous allez voir la salle de M. Sunaga, la salle de lutte, etc. Vous verrez comment les tatamis sont gonflés. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez les lieux, mais c'est insupportable de voir des équipements comme ça. C'est chez moi. Ouais. On est d'accord, hein, on parle de la même chose. On a vu la même chose. Voilà. Et bien ça, c'est trop facile de désendetter une ville en n'ayant pas fait la maintenance des bâtiments. Et donc, le donneur d'ordre Ville du Havre peut faire travailler, et je l'ai dit au MEDEF, au syndicat des patrons, je leur ai dit, on peut faire un plan de rénovation des bâtiments publics, et ça, c'est de l'emploi en face. On ne peut pas créer les emplois à la place des entreprises. Mais quand on défend le port, Édouard Philippe, Premier ministre, je lui en veux pas à cet homme-là, hein. Mais quand même. Au moment où il était Premier ministre, l'Europe sort un schéma de logistique en disant voilà les corridors européens, voilà où arrivent les marchandises et voilà par où elles vont passer. Il n'y avait pas le port du Havre. Il n'y avait pas le port du Havre. Ça veut dire que belle la musique. Hein. Ça veut dire que l'ancien maire du Havre, actuellement Premier ministre, avait oublié. La France avait oublié de défendre le port du Havre. Ça aurait été n'importe quel Premier ministre, j'aurais été indulgent. Mais pas le maire. C'est pas possible, quoi. Et donc, c'est moi, à nouveau, qui suis allé à Matignon expliquer que c'était pas possible, que ça allait être dramatique pour le port du Havre. Et si c'est dramatique, ça veut dire que l'emploi s'écroule, ça veut dire que la logistique s'écroule, ça veut dire qu'on fait plus les investissements, etc. Ça veut dire que les marchandises, elles passent ailleurs. Avec Antoine Ruffnac, je ne sais pas si vous avez connu, l'ancien maire avant Édouard Philippe, on avait ensemble, parce que lui, il travaillait toujours ensemble. Il a emmené toutes les forces politiques qui cohabitaient pas, les communistes, les socialistes, la droite, etc. Lui, il a emmené tout le monde. On allait au ministère, puis alors, on se disait tout ce qu'on avait à se dire avant, comme ici, on se disait tout. Une fois qu'on allait à Paris, au ministère, tout le monde disait la même chose. Et on y était allé pour dire il faut créer Port 2000 au Havre. Il n'y avait pas Port 2000 à l'époque. On a dit il faut créer Port 2000. Et tout le monde disait la même chose. Et les ministres, ils essayaient de nous diviser. Et puis vous, les communistes, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire M. Ruffnac? Vous êtes d'accord? Vous, maire socialiste de Montivier, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Oui, et d'accord. Il faut faire Port 2000. Et on est tous d'accord. Et quand on a fait Port 2000, on a dit l'urgence. Alors, Port 2000, donc ça veut dire que ça a été fait avant 2000. C'est pour ça qu'on l'appelait Port 2000. Avant 2000. Donc il y a plus de 25 ans. D'accord. Quand on a fait Port 2000, on a dit l'urgence, si maintenant qu'on a un grand port, maintenant qu'on peut décharger les conteneurs, c'est d'emmener les conteneurs dans le pays. Et donc il faut deux choses. Le fleuve, sur des péniches, et on emmène les conteneurs, notamment dans la région parisienne, Aubervilliers, etc., parce que c'est là où il y a les consommateurs, ou le rail, pour aller vers l'intérieur de l'Europe, c'est le port ouverture pour l'Europe, etc. Et donc on a dit, avant 2000, il faut faire une ligne nouvelle Paris-Normandie pour libérer des créneaux sur des sillons, comme ils disent, des cheminots, sur le rail pour transporter les conteneurs sur des trains et pas sur des camions, etc. Avant 2000. On avait fait collectif, encore, parce que c'est la méthode, tous ensemble. On parle d'une seule voix. On avait fait avancer le projet de ligne nouvelle Paris-Normandie. Édouard Philippe devient maire. Son premier adjoint, Jean-Baptiste Gastine, vice-président de la région au transport. On s'est dit, ça. Puis le maire devient Premier ministre. On s'est dit, vice-président de la région au transport, le maire Premier ministre et tout, ça y est. Ah oui. La ligne nouvelle, on va l'avoir. C'est évident. Raté. On a été convoqué à Matignon, c'était fin décembre, je crois, au début janvier, et on nous explique il faut être pragmatique. On va reprendre le projet au début. La première question à se poser, faut-il une ligne nouvelle Paris-Normandie? 30 ans de perdu. 30 ans de perdu. Et on a eu le Premier ministre, etc. C'est pour ça que quand il nous dit, si je suis président, ce sera bon pour le Havre, Il n'a jamais fait la démarche. Premier ministre, il a fait un truc. Il a fait une chose quand il était Premier ministre. Pour la logistique portuaire, vous savez, il y avait deux idées. Soit la marchandise, elle arrive au Havre, et puis elle remonte la Seine ou elle prend le train pour aller à Paris, et le Havre est le premier port de France. Soit la marchandise, elle arrive à Rotterdam, elle arrive à Hambourg, elle arrive à Anvers, et elle descend par le canal Seine-Nord pour arriver à Paris. Sur les
Le Premier ministre de l'époque a signé le projet de canal Seine-Nord. Les travaux sont en cours aujourd'hui. Et il n'y a pas la ligne nouvelle par une an. C'est-à-dire qu'il a signé le projet concurrent pour avoir. Bon, bah voilà, si on peut arrêter ça. Si vous pouviez arrêter ça, et c'est pour ça que quand il raconte que ce sera une chance pour le Havre, non, on n'y croit pas. Mais on n'y croit pas, puis on peut le démontrer en plus. On n'est pas, on veut pas être méchant par rapport à lui, parce que ben, il nous a montré, c'est lui-même qui l'a démontré qu'il n'était pas efficace. On va vers le vote utile, on va pas. Ouais, dès le premier tour pour donner de l'énergie pour le deuxième. Parce Ouais. que c'est comme ça que ça marche aussi une élection. Hein. Si Ouais. les gens y voient que c'est possible dès le premier tour, ils iront encore plus nombreux pour voter au second tour. Absolument. Et là, on peut faire la différence. Ouais. Vraiment. Question purement politique. Le temps qu'elle n'est pas politicienne, ça va. Couper la vidéo parce Ok. que avec les voix de LFI ou sans LFI. Tel que vous l'avez dit, ça marche. Comment j'ai pas compris la question? Moi, j'ai bien compris. Tel que vous l'avez dit, ça marche. La question, nous, on voulait faire l'union de la gauche totale. Qu'on soit clair. Hein. Avant le premier tour. On voulait ça. On a déposé notre liste très tard, en disant si à un moment donné les filles veulent nous rejoindre, en mai. Parce que c'est gage de victoire, ça. La gauche, elle est majoritaire. Ouais. Donc, c'est gage de victoire. Et les filles est dans une posture nationale. D'ailleurs, même si localement, on était ensemble hein, à la mairie pendant 6 ans. Il n'y avait que les filles et nous. Il n'y avait pas les écologistes, il n'y avait pas les socialistes. Il n'y avait que les filles et nous. Pendant 6 ans, on a bossé ensemble. Et bien. Et on a bien bossé ensemble. On était dans l'opposition, mais on a bien travaillé ensemble. Donc on a dit, au moins ce bloc-là, on l'élargit. Et eux, ils ont dit non. Parce qu'à l'échelle nationale, les votes des socialistes, ou les non-votes des socialistes et tout, fait qu'ils ne voulaient pas, quasiment nulle part, quasiment, parce qu'il y a toujours quelques exceptions, ils ne voulaient pas avoir des socialistes sur la même liste que nous. Nous, on leur a dit au second tour, les socialistes sont toujours là. Et donc, moi, je leur ai dit, ça va être compliqué d'expliquer aux gens que vous ne vouliez pas, avant le premier tour, cohabiter avec les socialistes. Puis qu'en une semaine, vous dites, maintenant, on veut faire une liste fusionnée, etc. C'est compliqué à expliquer aux électeurs. Parce que les électeurs, ils peuvent dire, ça, c'est politicien. On ne veut pas de ça. Parce qu'ils n'aiment pas ça, les gens. Et donc, tel que vous l'avez dit, est-ce que c'est avec les électeurs de LFI? Évidemment, avec les électeurs. Il faut que tous les électeurs de gauche se rassemblent sur la liste qui arrivera en tête. On a préparé les espaces pour discuter avec LFI entre les deux tours. On a préparé ça, on leur a dit dans la nuit, parce qu'il faut tout donner le lundi. Hein. Ça va vite, entre le premier et le deuxième tour, il n'y a qu'une semaine. Et à la sous-préfecture, il faut tout donner le lundi à la préfecture. À 5h du matin, on a rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi pour faire le point avec eux en fonction du résultat. Mais je pense que plus la dynamique sera forte au premier tour, plus on aura de voix, plus les choses elles seront limpides, elles seront simples en fait. Plus ce sera réparti parce qu'il y a quand même 7 listes. Les autres, y compris les électeurs des autres, c'est aussi les nôtres. Hein. C'est aussi les nôtres. Donc l'idée c'est de voir comment on fait que tous ces électeurs-là. Il n'y a que 2 listes où les électeurs ne sont pas les nôtres. C'est Keller et Édouard Philippe. Qu'on soit clair, j'ai dit les autres, mais non, il y a 2 listes où c'est pas si simple que ça. Mais non, puis on a des gens, c'est pour ça qu'on fait attention, parce que Édouard Philippe, il inspire le rejet même dans son camp. Même dans son camp. Je vous ai parlé de sa déclaration par rapport à la colonisation. C'est ça. Il y a l'autre déclaration qui a traumatisé son camp. Et c'est pas nous qui l'avions fait. C'était quand il a demandé à Emmanuel Macron de quitter le pouvoir, la démission du président de la République. Que vous demandiez à celui qui vous a fait Premier ministre, à celui qui vous a mis dans le sillon pour devenir président de la République, que vous lui disiez on vous demande de quitter le pouvoir, je vous demande de quitter le pouvoir pour prendre votre place. Dans son camp, c'est franchement pas apprécié. Et donc il faut, et les gens de son camp ont voté pour lui la dernière fois, ils se tournent vers nous en disant bon, on voudrait savoir comment on va travailler avec vous si vous devenez maire, etc. Ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. C'est-à-dire, j'ai jamais eu l'audition du MEDEF.
J'ai jamais eu les industriels de la zone industrielle qui ont demandé à me rencontrer pour savoir comment on va travailler demain. Donc ça veut dire que dans leur tête, il y a des choses qui ont bougé. Ils pensent que c'est tellement probable qu'on puisse gagner. C'est pas fait, mais c'est probable et donc ils commencent déjà à anticiper l'avenir. Je pense que c'est important. Nous, on ne veut pas insulter l'avenir. C'est-à-dire que les forces de gauche, y compris les filles et tout, elles ont toute leur utilité et toute leur importance. Et moi, si vous regardez mes votes à l'Assemblée nationale, vous les verrez plus souvent proches des votes de LFI que d'autres, y compris dans mon groupe. Mon groupe, parfois, est divisé et moi, j'ai une ligne politique qui reste fidèle à mes valeurs et je ne suis pas dans le... Alors, des fois, on me le reproche, hein. Je ne suis justement pas dans le cheminement politicien. En me disant, moi, j'ai toujours défendu des choses, vous savez, j'ai toujours défendu les Sahraouis, toujours. Et on m'a dit, il y a longtemps, on m'a dit, tu ne seras jamais député, parce que la communauté marocaine ne votera jamais pour toi. Et donc, tu ne seras jamais député. Et j'ai continué à défendre les Sahraouis. Et un jour, la circonscription, ce n'était pas la même que maintenant. Elle allait jusqu'à Lillebonne, Bolbec, etc., un peu plus loin vers l'est. Et un jour, dans une réunion, c'était à Lillebonne, je vois entrer quarantaine de personnes. Je me demandais ce qui se passait. Il y en avait 15 dans la salle. Hein. Quand il y en a 40 qui arrivent, ça fait une différence. Il y a un monsieur qui se lève et qui dit, voilà, nous sommes la communauté marocaine. Et on a des choses à vous dire. Et il commence à dire, voilà, on n'est pas d'accord avec votre position sur le Sahara occidental est marocain, etc. Voilà, on voulait vous le dire. On pense que vous ne devriez plus aborder ce sujet, etc. Il dit, mais on travaille tous dans la zone industrielle de Port-Jérôme. Et on travaille dans les entreprises du bâtiment, etc. On est dans la sous-traitance. Tous, ils étaient travailleurs. Et il dit, on est venu vous dire qu'on votera pour vous. Parce que vous êtes toujours venus défendre nos emplois et vous étiez toujours devant l'entreprise quand il y avait besoin de développer l'économie, etc. Vous ne nous avez jamais abandonnés. Et c'est pour ça qu'on votera pour vous. Mais pas parce que vous soutenez ça. J'ai trouvé que c'était une position politique remarquable. J'ai trouvé que ça a d'une intelligence où les gens étaient capables de d'accepter mes convictions sur le droit international, tout en mesurant mon travail et tout en mesurant combien je pouvais leur être utile ici. Ah, voilà, et j'ai été élu député. Et j'ai pas changé par rapport à mes convictions concernant le respect du droit international. J'ai pas changé. Et je préfère perdre 20 voix ou 100 voix, et puis peut-être pas être élu. La dernière fois, quand j'avais été battu, 83 voix. Je me suis dit, mince. Mais c'est pas grave. Je préfère ça. Je préfère plutôt que de perdre mon âme, quoi, d'abandonner les combats et d'abandonner les objectifs et les soutiens que je dois au peuple en lutte, etc. Je refuse. Ok. Merci. Je voudrais poser une question. Ah oui, d'accord. Parce que là, normalement, on pourrait rester avec notre ami pendant toute la journée, mais vu le Ramadan, voilà. Pour moi, c'est ça. Donc on va c'est ça. Pourquoi nos enfants comoriens qui travaillent jamais au bac, ils ont le bac, mais après les études, ils finissent